Sur Terre, nous estimons qu'il y a aujourd'hui 7 milliards d'êtres humains. Et nous estimons aussi qu'il y a 1 million de milliards de fourmis. Nous sommes clairement dépassés. Sur ces 7 milliards, 5 milliards d'êtres humains utilisent Internet quotidiennement. Chaque jour, ils font environ 8 milliards de recherches Google, envoient environ 30 milliards de SMS et 300 milliards de mails. Et pourtant, les humains ne représentent que 30% du trafic d'Internet. Mais alors, les bots vont-ils être encore plus nombreux que les fourmis ? Que font tous ces bots toute la journée sur Internet ? Et surtout, sommes-nous plus en danger d'un soulèvement des bots ou des fourmis ? Pour répondre à ces questions bootilicious, je ne reçois pas Bernard Werber, mais il s'y connaît en machine. Pierre, bonjour. Salut, comment vas-tu ? Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Pierre, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Ouais. Écoute, Pierre Cousy, qu'est-ce que je peux te raconter sur moi pour que vous puissiez prendre un peu des points de repère ? Je suis un matheux au départ, je suis un statisticien économiste, je suis tombé dans l'informatique quand j'étais petit, mais il y avait pas trop de formation autour. Et du coup, j'ai tout appris sur le tas. J'ai fait des serveurs Minitel, j'ai fait des systèmes de suivi de convois nucléaires pour la SNCF, j'ai fait des rétines intelligentes pour repérer des trucs quand un missile s'approche de quelque part. Okay. Enfin, j'ai vraiment touché à l'informatique par le côté le plus technique au début. J'ai fini, no offense meant, assez technique toujours chez Microsoft, où j'ai fait plein de trucs. J'ai fait de l'interopérabilité entre les gros systèmes, j'ai fait du SOA, du XML, enfin toute la vieille époque là des grandes communications et de l'interopérabilité des systèmes. Et ça, c'était la fin d'une longue première phase de carrière technique. Après ça, j'ai fait de la coordination pendant 6 ans chez Criteo, une boîte de pub qui va passer de 120 devs à 650 devs pendant que j'y suis. Et donc, j'ai structuré une ingénierie qui grossit. Donc, okay. J'ai bossé avec le CTO pour définir le career path, le niveau de seniorité, comment est-ce que on négocie avec le produit sur ce qu'on va faire et pas faire, comment on gère un incident lorsqu'il y a un système qui s'arrête et qui coûte 2 € à la seconde. Enfin, voilà, tous les à côté du dev pur, tout ce qu'on voit pas lorsqu'on est devant son clavier, mais qu'on crée soi-même comme un grand dans les semaines qui vont suivre. Et donc ça c'est aussi là que j'ai appris un peu de la partie management. Je fais une petite parenthèse chez Ledger pour passer 1 an à restructurer un peu l'ingénierie et shipper avec eux les premiers produits B2B. Et puis j'ai découvert Botify. Et donc Botify, c'est une boîte qui a bot dans son nom. Donc au départ, je pensais que c'est une boîte qui fait du SEO. Donc pour moi, le SEO, c'était des histoires de longueur des titres, répétition des mots-clés, enfin des choses très très content-based. Et puis non, j'ai découvert des cofondateurs qui pensaient que performance, qui m'ont expliqué que la différence entre eux et une autre boîte, c'est que il y a un site d'1 million de pages, c'est vu comme gros par les autres boîtes et petit par Botify. Et donc ça m'a intéressé. Puis on a commencé à bosser ensemble et de fil en aiguille, j'ai repris le job de CTO chez eux en mars 2020, en plein milieu du premier confinement. Ok. Donc t'as découvert Botify et après t'as commencé à bosser avec eux ou d'accord. Donc tu l'as découvert comment Botify ? C'était quoi ton premier contact avec eux ? J'avais fini mon travail précédent et je faisais des petites missions d'accompagnement pour des CTO et des startups qui étaient à cette taille-là. Ouais. Sur la base de comment tu organises quand ton ingénierie dépasse 25-30 personnes, t'as une phase clé où la structure commence à faire mal. Je vais prendre l'exemple de Botify, ça va, j'y bosse, ça va bien se passer. En septembre 2019, ils ont pris une décision importante. Au lieu d'avoir une équipe qui s'appelle back-end et une équipe qui s'appelle front-end,
ils ont créé deux squads, chacune avec ses propres missions, et ils ont mélangé les populations. Et d'un seul coup, les choses se sont remises à aller vite. Okay. Voilà. Et c'était ça, le type d'interaction et de conversation que j'avais avec plein de boîtes, toujours à cette taille critique. Et donc, c'est ça qui m'a amené à les connaître. Ouais. Oui, ça, je trouve que cette nouvelle orga d'arrêter cette scission back-end, front-end, c'est un truc qui se fait de plus en plus. Et je trouve que c'est un vrai bénéfice, en fait, pour tout le monde. J'ai même fait un épisode il y a pas très longtemps où ils sont allés encore plus loin, parce que du coup, il y a ce qu'on appelle les feature teams, les squads, les machins. Et il y en a qui ont créé maintenant ce qu'on appelle les impact teams. Donc, c'est-à-dire que tu crées les gens en leur disant, en fait, vous devez avoir un impact sur le taux de conversion, sur le taux d'abonnement. Tu peux aller toucher à ce que tu veux, tu as toutes les features possibles, tu as toute la code base, tu peux aller faire ce que tu veux, toutes les technos, toute la stack. Juste, toi, tu dois agir sur le taux de conversion, c'est ça ton matrix, avec ton équipe, et allez-y, quoi. Et je trouvais ça assez intéressant, tu vois, de se décorréler, pas complètement de la technique, mais tu vois un peu l'idée, quoi, de vraiment de faire en sorte que les gens aient un impact, au final, sur l'entreprise, quoi. Alors, j'ai des gens qui bossent dans des très grosses boîtes, et je vais en citer une sans citer ni la personne ni le domaine, mais c'est Meta. Ouais. C'est comme ça que son équipe fonctionne. Et on leur demande pas comment ils vont faire, on leur dit pas ce qu'ils ont comme moyen pour le faire, on leur donne un objectif, et c'est eux qui reviennent en disant « Ok, il faut qu'on fasse ça, ou on va faire ça, etc. » Donc cette autodétermination que j'imaginais moi avant, vraiment la spécialité des boîtes à petite taille où du coup t'es directement en prise avec les conséquences de tes actes, je l'ai vu très récemment sur une très très grosse boîte. Donc c'est un très bon signe parce que ça veut dire que ce modèle se répand. Très bien. Alors bon, on n'est pas là pour parler de ce modèle d'organisation, on est là pour parler un petit peu plus de Botify. Donc déjà, premièrement, est-ce que tu peux nous résumer à quoi servent aujourd'hui un crawler comme Botify? Yes. Allez, je vais essayer de faire ça de façon condensée. Le problème initial, il est tout bête. Si tu veux être trouvé sur un moteur de recherche, il faut que le moteur de recherche t'ait trouvé avant. Voilà, on va enfoncer la porte ouverte, c'est rapide. Et puis le problème a l'air tellement simple que les gens haussent les épaules et la réponse est non, c'est vachement plus compliqué que ce qu'on croit. Et c'est compliqué pour plein de raisons. Je vais en prendre une qui est facile à comprendre, qui est tu fais n'importe quoi dans ton site. Donc les pages que tu produis ne sont pas compréhensibles par le moteur qui vient découvrir ton site. Exemple ultra fréquent, t'as une single page application dans laquelle tu charges 2 produits et une description. Fin de l'histoire. Et ben quand le moteur d'indexation arrive, d'abord il voit pas que c'est du JavaScript, donc il prend une page vide, et quand par hasard il découvre que c'est du JavaScript, il prend 2 items. Donc tu peux faire découvrir 2 produits sur ton site. C'est un peu ennuyé. L'autre partie, c'est je vais prendre Google. On va beaucoup parler de Google parce que Google c'est le moteur dominant du marché. Ouais, c'est ça, surtout aux US. Et donc je vais le résumer. Google grossit moins vite qu'Internet. Donc la mission de Google est de plus en plus compliquée au fur et à mesure que le temps passe. Aujourd'hui, un site qui fait 2 ou 3 millions de pages, ça vous semble peut-être gros. En fait, les gros sites font 200 à 300 millions de pages. Et Google est capable d'en découvrir 20%, 30%, il n'a pas le temps de faire plus. Et donc comment est-ce qu'on fait pour mâcher le travail de Google ? C'est une question passionnante parce que sinon on loupe tout ça. Mais alors attends, parce que tu nous dis qu'un site qui a quelques millions de pages, c'est pas un gros site. Ouais. Comment ça se fait ? C'est parce qu'en fait on voit pas l'ampleur des variétés d'une même page que lui Google entre guillemets devrait voir. Ou c'est qu'il y a à ce point-là tant de sites qui ont des millions et des millions de références? Mais alors il y a les deux. D'un côté, les modes de découverte dans un site web sont conçus pour un être humain, et donc tu as plusieurs chemins qui t'amènent aux produits qui t'intéressent. Et ça, c'est un piège pour Google parce que s'il essaie de les suivre, typiquement, tu as le moteur de recherche à facettes où tu peux trouver tous les produits à travers le prix, la couleur, la marque, le machin, etc. Donc tu as 10 000 produits, mais tu as 100 millions de façons de les découvrir. Et puis tu as l'essor de toutes les marketplaces, tu as l'essor de tous les systèmes d'agrégation aujourd'hui qui font que, non, l'inventaire du site est colossal. Tu as aussi les sites avec des objets uniques, tous les sites de classifieds, tu peux penser Le Bon Coin en France, tu peux penser aux banques d'images. Tous ces endroits-là ont des catalogues de produits faramineux, mais chaque produit existe en un seul exemplaire.
Tu peux penser aux sites de voyage avec toute la partie travel et tous les vols uniques, etc., etc. Donc les situations où tu dépasses le million sont beaucoup plus fréquentes que ce qu'on croit. Ouais. Oui, mais alors du coup, j'imagine qu'un site par exemple comme Le Bon Coin, j'ai aucun intérêt sur Le Bon Coin à ce que toutes mes annonces soient référencées par Google. Parce qu'une annonce, elle a une durée de vie qui est assez courte au final. On peut estimer que entre le moment où tu mets ton objet en vente et le moment où il est vendu, il va s'écouler peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, et que du coup, tu vois, t'as pas besoin de la retrouver dans 6 mois, dans 3 mois, ou même dans plusieurs mois, mais que t'as plutôt intérêt à avoir juste quelques pages référencées, enfin quelques pages. Du coup, t'as des clients qui vont aller assez vite, mais genre annonce iPhone Paris, annonce, je sais pas, installation de cuisine Bordeaux, enfin tu vois, des choses un peu plus... Eh ben, tu viens de décrire quelques-unes des directions d'analyse qu'on a en technical SEO, qui est comment est-ce qu'on fait pour que le temps que Google a soit utilisé de façon intelligente. Et tu viens de citer le fait de l'emmener sur des pages de liste ou des pages de catégories qui sont plus faciles à ingérer et qui sont plus significatives pour l'internaute. C'est une des 1001 façons d'aborder ce problème-là. Encore une fois, tu as un problème et tu auras toujours le même problème. Google n'a pas le temps de tout voir. Comment est-ce que tu fais pour lui donner des choses pertinentes? Okay. Mais alors du coup, comment est-ce que Botify en tant que solution technique, parce que vous êtes avant tout une solution technique, alors petit disclaimer, je me dois peut-être de le signifier à un moment, mais moi je suis un ancien client de Botify. Cet épisode n'est pas du tout sponsorisé. Botify n'a pas payé pour être là. C'est quand même Botify qui est venu vers moi pour me proposer ton intervention. Mais donc voilà, petit disclaimer, si je vous semble adepte en tout cas de Botify, c'est parce que je l'ai utilisé dans le passé, mais voilà, sachez que cet épisode n'est pas sponsorisé pour autant. Donc c'est une solution technique avant tout, Botify. Comment est-ce que du coup Botify peut se placer pour aider les sites à faire en sorte que Google les voit mieux? Du coup, aujourd'hui vous êtes en tant qu'intermédiaire, ou c'est uniquement une capacité d'analyse qui permet à une startup ou à une boîte de prendre des décisions après pour mieux gérer son référencement? Ok, je vais parler de comment on a fait les produits. Donc ça va être assez technique et puis avec des conséquences sur à quoi ça peut servir. Qu'est-ce que c'est Botify historiquement si on va au fond des choses? C'est un gros système d'analyse permettant de recouper 3 grandes sources d'informations. D'un côté, j'ai l'activité des moteurs d'indexation qui viennent me visiter. Et ça, je vais le découvrir dans les logs du site. Le deuxième côté, c'est qu'est-ce que le moteur d'indexation aurait dû trouver? Et donc, je simule un moteur d'indexation, et donc j'ai un crawler qui va visiter le site, avec des règles un peu différentes de celles d'un crawler traditionnel, puisque je suis en relation avec le site. Et donc, par exemple, il y a des endroits que je vais me permettre de suivre, alors qu'on me dit de pas le faire, mais c'est une discussion que j'ai eue à l'avance avec le site. Et le troisième source d'information, il y en a plein, c'est toutes les métadonnées autour, quels sont les mots-clés qui ont été utilisés, quelles sont les conversions, c'est ce que le site veut utiliser pour choisir son axe d'optimisation. Tu mélanges tout ça. Alors juste sur les métadonnées que tu évoques, tu parles du coup de les mots-clés utilisés par les visiteurs d'un site pour arriver sur le site, ou de manière générale sur les mots-clés sur lesquels le site aimerait bien être positionné? Alors, historiquement le premier. Okay. Maintenant, on est en train de devenir un peu une data platform et de permettre de l'agrégation d'autres données qui viennent enrichir le modèle de données sur lequel on fait les analyses. Donc, tu peux arriver avec ta propre metadata en disant mais moi je veux l'analyser en fonction de ça. Et du coup, c'est ça qu'on va utiliser. Okay. Et nous, on a du machine learning dans lequel on crée justement de la donnée qui a du sens et qui serait difficile à deviner sinon. On la rajoute à côté et donc tu choisis tes axes d'analyse comme ça. D'accord. Juste pour récapituler. Tout ça, c'est une énorme machine capable de traiter des centaines de millions de pages qui se traduit par une application d'exploration. C'est une application d'analytics dans laquelle tu vas drill down sur un scénario, sur un autre, tu as une idée. Est-ce que par hasard, il se passerait ça? Tu regardes et tu fais non, il se passe pas ça. Par contre, il y a ce truc-là qui est bizarre, comment je le fixerais, etc. Et donc, la solution, elle te file les données brutes précalculées de façon à ce que tu puisses analyser ce que tu veux, des recommandations d'implémentation et puis des conséquences probables de tes actions. Donc ça, c'est la partie amont, la partie historique de Botify qui est aujourd'hui le cœur de ce qu'on fait en chiffre d'affaires, en nombre de pages. Et à côté de ça, on a un deuxième système qui a une fonction complètement différente. Au lieu d'être très passif là-dedans et de réagir a posteriori, en fait, on s'intègre dans le cheminement du moteur d'indexation jusqu'au site web. Donc c'est pas très compliqué sur le plan technique, même si c'est très très riche de difficultés.
Ça se résume en un mot. On s'intègre au niveau du CDN, on intercepte le trafic des bots et on le sert de façon beaucoup plus optimisée que le site en lui-même. Et ça ramène à plein de questions de performance dont on va parler ensemble. Mais l'avantage immédiat pour le site, c'est que je vais te donner un exemple tout bête, ma SPA dont je parlais tout à l'heure, dans laquelle t'as que 2 produits à découvrir. En fait, comment fait Google quand il doit le découvrir tout seul? Il se pointe une première fois sur le site, il récupère le HTML de ta page. Très bien. Il découvre qu'il y a du JavaScript. Et il se le met de côté pour plus tard, et quand il aura du temps, il va interpréter le JavaScript. Qui sera ou pas encore valide, etc. Il y a plein de tactiques pour améliorer ça. Et puis quand il va changer son JavaScript, il va recraquer du temps pour toi. Et donc le budget temps de Google qui est attribué à ton site, il est en train de partir à plusieurs endroits. Quand tu vas passer par un intermédiaire, l'intermédiaire, il aura préparé tout ça. Et donc quand Google va débarquer, dans le temps qu'il lui fallait avant pour la première découverte, juste récupérer une page vide dans laquelle il n'y a rien, il récupère le système qui a été complètement interprété, rendu pour que tu puisses afficher les différents éléments, le bon nombre de produits pour que tu puisses effectivement avoir ce dont on parlait tout à l'heure, une découverte qui ait du sens pour Google, et puis toutes les petits tweaks destinés par exemple à éviter les pièges de ces moteurs de recherche à facettes qui font que Google se paume. Voilà, trois petits exemples tout bêtes, tout concrets de comment ça marche. Et donc ça, c'est la deuxième catégorie de produits. On a lancé ça tout début 2020 quand je suis arrivé. Okay. Tu sais, on a eu cette petite phase compliquée, confinement, resserrement de l'économie, etc. Et là, on a pris une décision qui était, OK, on accélère le développement des nouveaux produits. C'est le moment où on peut le faire. Et donc, on a fait ça full patate et on a sorti en juillet 2020 la première version de cette suite d'activation. Canon. Mais alors du coup, donc ce côté CDN, ouais. Est-ce que du coup, jusqu'à quel niveau tu peux modifier le contenu des pages que tu présentes uniquement à Google? C'est-à-dire qu'est-ce que tu peux du coup retirer certains liens que tu veux pas qu'ils voient pour pas aller se perdre? Est-ce que tu peux modifier vraiment l'ergonomie? Enfin, tu vois, est-ce que c'est juste le fait de pré-render les pages pour que justement il ait pas ce travail-là à faire? Ou est-ce que tu peux aller vraiment dans une customisation en disant pour Google, je veux que tu vois ça, et mon être humain derrière, il verra peut-être complètement autre chose? Alors, il y a des... comment dire ? C'est l'énorme problème de Google. Si jamais il n'a pas une fidélité forte entre ce que voit l'humain et ce que voit le bot, ça ouvre la porte à de la manipulation, à de la magouille diverses et variées. Enfin, t'as tout un monde du SEO qui s'amuse à changer pour Google ce que d'autres voient. C'est mal vu dans le monde du SEO, c'est mal vu dans le monde de la tech, c'est un problème permanent pour tous les grands. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est des guidelines précises, et en gros, on a un mode de fonctionnement tout bête. Si jamais on juge que les modifications sont trop significatives par rapport à ce que verrait un humain, on fait les modifs pour l'humain aussi. Et donc ça nous permet d'avoir un système qui est clean vis-à-vis des deux. Et donc typiquement l'exemple archi simple, c'est lorsque tu vas venir sur un site avec un moteur très riche à facettes, le moteur très riche à facettes va être très simplifié pour Google, il va être complet pour l'humain. Par contre, si on doit modifier des liens pertinents de navigation, on le fera pour l'un comme pour l'autre. Ok. Mais comment est-ce que Google peut voir la différence entre ce que lui voit et ce que l'humain voit ? Alors on sait pas et on lui fait confiance pour ça. Il y a un côté l'ADN, enfin la valeur de Google ne marche que si Google empêche le jeu de partir un peu trop loin par rapport à ce qu'on doit faire. Ouais. Et donc on part du principe qu'ils sont intelligents et efficaces là-dessus. Et donc on essaie d'être de bons citoyens même sans avoir le flic derrière nous. C'est plus efficace pour nous, plus efficace pour tout le monde. Ouais. Alors avant de creuser ce côté cette relation de proximité que vous avez avec Google et tout ce que ça peut impliquer, j'aimerais qu'on creuse un peu l'aspect performance, que comme tu l'as dit, Google grandit moins vite que le web. Vous avez, vous aussi, clairement, j'imagine, cette problématique, c'est que, alors certes, vous avez moins de clients, entre guillemets, que ce que Google peut avoir, mais vous avez quand même des besoins de crawl qui sont quand même assez importants. Tu me parles en plus de sites qui ont plusieurs millions de pages que vous devez crawler, du coup, régulièrement. À l'époque où moi, je vous utilisais, donc c'était entre 2015 et 2019, j'étais à l'époque CTODoction.fr, il y avait à peu près peut-être une dizaine de millions de pages, donc je pensais être un gros truc, mais tu m'apprends qu'en fait j'étais un site normal, voilà. Normal, on va dire normal.
comment est-ce que tu fais en termes de perf pour gérer autant de crawls? Parce que du coup, ça fait quand même beaucoup d'infos à aller crawler assez rapidement. C'est quoi vos optimisations de performance pour réussir à être, vous, de votre côté rapide, et en même temps, pour ne pas non plus défoncer la performance de vos clients derrière? Alors, ok, ça va être une réponse composée. Premier élément, comment est-ce qu'on fait pour pas tuer le site web en face? Parce que c'est malgré tout, t'as pas envie de ça. Donc, on a des algos qui pacent intelligemment le rythme auquel on va, et un des curseurs que tu as en tant que client, c'est le nombre de pages par seconde que tu vas autoriser. Et lorsqu'on lance un crawl sur un site pour le découvrir, il faut bien voir que, juste pour donner aux gens un ordre de grandeur, une page par seconde, c'est 100 000 pages par jour. Donc, si tu veux scroller une dizaine de millions de pages, il va falloir que tu crawles à une dizaine de pages par seconde. Et du coup, tu vas faire 3 analyses par mois, à peu près. Ça marche. C'est pas très compliqué à faire. Simplement, ça veut dire qu'un crawl, c'est long. Un crawl, ça dure plusieurs jours très facilement dès que le site devient un peu significatif. Donc, premier élément, on a besoin de te donner la main, y compris en temps réel, sur « Oh là, baisse, il y a un spot télé, je veux plus te voir ». Et donc le premier élément, c'est on te permet de tweaker le rythme auquel on vient te bourriner. Donc ça, c'est la partie visible. Deuxième élément, mais on en parlera peut-être plus quand on parle des CDN, il y a d'autres endroits où on peut récupérer de l'info de différentes façons, et donc on a aujourd'hui quelques scénarios dans lesquels on crawl plus, parce qu'en fait, c'est nous qui servons la page au moteur de recherche, et donc on a cette page si on la sert. Donc ça, c'est la partie comment est-ce qu'on fait pour être friendly avec notre site client en face. Et donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, et c'est là qu'il y a beaucoup de différences entre les boîtes qui sont dans cet univers de technical SEO, c'est comment est-ce qu'on tient la charge. Une page, c'est gros. 1000 pages, c'est gros. 10 millions de pages, c'est monstrueux. Et donc, il faut des techniques là-dedans qui permettent à la fois de limiter le volume que tu vas manipuler sans perdre en finesse sur les algos que tu vas exécuter dessus. Et donc, on le fait de 1001 façons. On a des modes de stockage et de compression, par exemple, qu'on a développés en interne, qui battent à plat de couture les modes de stockage et de compression qu'on trouve sur le reste de l'industrie, parce que on s'applique à un domaine très spécifique. Et le domaine très spécifique, c'est une page d'un site web, elle ressemble aux autres. Elle ressemble aux autres avec des différences à plein d'endroits, mais malgré tout, il y a des idées autour de la compression qu'on peut tout à fait appliquer et qui sont pas applicables sur un fichier traditionnel. Ouais. Donc il y a beaucoup d'intelligence là-dessus. La façon de stocker aussi, où est-ce qu'on stocke? On a des grands amateurs de cloud. On stocke aujourd'hui sur les endroits les moins chers qu'on puisse trouver. C'est du S3 sur la partie Amazon. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour retrouver nos petits en les compressant au maximum dans un système qui est pas trop conçu pour ça? Et là aussi, on a réfléchi à comment aller récupérer des chunks d'un fichier dans S3, que représente un chunk d'un fichier, comment est-ce qu'on retrouve la technique de décompression. Il y a beaucoup d'éléments sur réduire le volume. Et en parallèle de ça, on a le problème de l'algo qu'on doit exécuter pour aller retrouver l'équivalent d'un PageRank, pour aller retrouver tous les éléments qui sont là. Et ça, c'est une autre technique d'optimisation qui consiste à dire que l'intégralité des étapes que tu dois faire pour faire une analyse complète, il faut les optimiser end-to-end. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas le réflexe lorsqu'ils découvrent l'optimisation. Lorsque pour la première fois, tu arrives sur un système qui monte un petit peu en charge, on te demande de faire une API qui va devoir tenir 10 000 requêtes par seconde. Et toi, tu fais « Ok, je fais mon API, et puis maintenant que j'ai fait mon API, je mets un Gatling devant, et puis je vais jusqu'à 10 000 requêtes par seconde, et quand c'est bon, je décrète que j'ai gagné. » Ça marche pas. Ça marche pas pour 1001 raisons. Je sais pas combien de temps on aura pour aller creuser ces trucs-là, mais la bonne technique, juste pour pas vous donner un teaser là-dessus, c'est d'essayer de projeter des conditions de prod réalistes et de faire une petite montée à l'échelle dans vos suppositions, au lieu de tronçonner votre problème en 4 sous-problèmes indépendants et vérifier que chacun des 4 sous-problèmes atteint ses 10 000 requêtes par seconde. Ça ne marchera jamais. Et je vais donner un exemple super simple et super facile à comprendre. Tu as une base de données qui contient 1 million de produits. Ok. Cette base de données, elle est bien évidemment, elle est pas complètement dénormalisée. T'as pas juste une grande table où tout est là, prêt à être servi.
Donc quand tu vas faire tes tests, eh ben, tu vas taper toujours dans les mêmes 10 000 produits. Ta base de données, elle est chaude, elle est à fond, elle a mis en cache toutes tes réponses, elle te sert 1 million de requêtes par seconde si tu veux, il n'y a aucun problème. Un moteur de recherche débarque. Lui, sa grande spécialité, c'est d'aller voir que les pages que personne n'a jamais vues. Donc lui, il atteint des zones froides de ton stockage, et d'un seul coup, ton million de requêtes par seconde devient 10 000 requêtes par seconde, puis 1000 requêtes par seconde, et puis tu es en train d'encombrer avec des files d'attente de tous les côtés le reste de ton système, parce que tu as toujours tes 10 000 requêtes par seconde qui arrivent, et ton système s'écroule sous tes yeux. Voilà, ça, tant que vous l'aurez pas vécu 2 fois dans la vraie vie en production, vous aurez pas une intuition très très forte de ces trucs-là. Et donc, donc quand tu recherches ta performance, la bonne façon de le faire, c'est de se mettre dans ce mode end-to-end, et de regarder et d'essayer de comprendre, et ensuite, quand tu optimises, chaque fois que tu optimises un élément, il faut quand même prendre toute ta mesure, end-to-end, si tu veux avoir un truc qui tient encore. Okay. Mais donc du coup, vous, dans ces millions de pages que vous crawlez jour après jour, vous avez quand même du coup un travail d'analyse, de classification, de catégorisation, enfin tu vois, vous n'êtes pas juste en train d'enregistrer la page, il y a quand même un travail de compréhension qui va derrière. On sort 1 millier de métriques sur une page à peu près. Ok. Question peut-être très naïve, mais est-ce que du coup, toi tu parlais de pas découper, mais est-ce que vous, du coup, vous avez un truc où vous dites, ok, alors maintenant on va crawler les pages et vous stockez tout, et puis après la nuit, tu fais une analyse de tout ce que tu as à stocker, ou est-ce que tu fais de l'analyse du coup au moment où ça arrive, du coup parce que du coup ça te permet d'améliorer ton stockage, du coup tu stockes pas forcément tout, et tu as déjà tout qui est là, et du coup après tu fais tes analyses sur les données que tu as extraites de l'info. Enfin, tu vois, comment est-ce que comment est-ce que ce flux d'informations est géré aujourd'hui? Alors, je vais parler du traitement principal, le plus gros, le plus lourd, le plus historique. Après, on fait des choses un petit peu différentes. Si on a 3 minutes, je les évoquerai derrière. On travaille fondamentalement en 2 grandes passes indépendantes l'une de l'autre. On a la phase où on collecte la plupart des données brutes, et tout à l'heure je parlais de compression intelligente, ça nous permet justement de pas payer un prix délirant, le fait d'avoir cette information initiale à partir de laquelle on va travailler. Et dans une deuxième partie, on a un système très astucieux d'exécution des workflows, de calcul qui vont autour. Alors, il est très astucieux, il repose sur un orchestrateur, le plus stupide des orchestrateurs qu'on puisse imaginer. Voilà, il a été fait par Amazon, il s'appelle SWF pour Simple Workflow. Amazon s'en sert pour plein de choses pour tenir son infrastructure, et il sait presque rien faire. Et comme il est ultra simple, c'est très difficile de se tirer une balle dans le pied avec. Donc c'est ça qu'on utilise. Pour la petite histoire et juste en mini parenthèse, il n'a pas de notion de file d'attente, qui est une des pires choses qui puisse arriver lorsqu'on fait de la scalabilité, parce que les trucs se remplissent dans son dos sans qu'on le voit. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on décrit un workflow complet qui peut être un truc effroyablement complexe parce que tu as de l'analyse bébête sur le fichier que tu viens de récupérer. Tu dois aller le croiser avec de la donnée d'une autre source. Je t'avais parlé des 3 grandes sources de données qu'on a et tu as besoin de mélanger les deux. J'avais parlé de la partie machine learning qui va rajouter différents éléments. Donc, il faut maintenant que tu aies des process par-dessus qui calculent, qui projettent, que tes modèles tournent, etc. et que tu récupères tes nouveaux systèmes et que tu restockes tout. Donc, on a pendant l'exécution d'un workflow, des notions de stockage temporaire, entre guillemets, et des grands milestones qui permettent de redémarrer les workflows. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on puisse les redémarrer? En fait, pour faire tout ça, on a besoin de beaucoup de machines. Il nous faut quelques milliers de machines qui tournent en parallèle pour faire tourner tout ça. Et ces milliers de machines, elles coûtent vite un bras. Donc, la technique qu'on a, elle est toute simple. On a été voir côté Amazon. Tu peux prendre tes instances on demand ou en spot. Quand tu les prends en spot, tu les payes beaucoup moins cher. Avec un petit accident, des fois, on te les pique. Ouais. Et donc, tu perds ton instance. Et si t'as, je sais pas moi, 10 jours pour aller collecter toutes les informations du site, plus 2 jours de temps d'analyse, et que à la 46e heure, tu te fais flinguer tes machines, qu'est-ce qui se passe? Et donc, le système est fait pour que tout puisse redémarrer à partir du dernier état stable. Et donc, c'est un autre endroit sur lequel on a beaucoup travaillé. Ce système-là, il nous garantit qu'on peut traiter à peu près n'importe quelle taille. Il suffit, entre guillemets, de rajouter des machines. Elles y vont comme des bons petits soldats. Il y en a qui vont tomber, qui vont être remplacés. Puis à la fin, on va quand même arriver au résultat, un peu quoi qu'il puisse arriver. Ouais. L'autre mode, dont je touche juste 3 mots, c'est un mode de streaming temps réel qui marche bien avec d'autres besoins.
Et donc, je vais te donner des petits exemples tout bêtes. Quand on se retrouve à servir des robots en temps réel, parce qu'en fait, c'est toi qui accueille le robot d'indexation et pas le site web, et ben, il arrive par petites salves. Donc, toi, tu vas commencer à faire des choses par toutes petites salves. Et donc, on commence à construire des systèmes dans lesquels ces mêmes workflows et process, au lieu de l'exécuter comme « Allez, on a fini la partie collecte, maintenant on fait la partie analyse », on est en train d'avancer sur des systèmes qui font en streaming la collecte et l'analyse. D'accord, c'est-à-dire qu'au moment où le moteur va te demander quelque chose, tu vas aller le chercher, l'analyser et lui redonner. C'est ça? Oui, mais c'est aussi au moment où lui vient, ce qui t'apprend sur ce qu'il est en train de visiter vient enrichir d'autres zones de ce que tu vas faire derrière. Okay. Typiquement, je sais pas moi, si tu veux par exemple scorer une page pour savoir si c'est une page qui est stratégique ou pas, si c'est une page qui a une importance soit pour un moteur, soit pour un humain. En fait, c'est le comportement des moteurs et des humains qui te permet d'apprendre ça. Donc, tu veux pouvoir l'apprendre de plus en plus rapidement. Et à terme, si tu pouvais l'apprendre en temps réel, ça permettrait de faire des modifs en temps réel. Ouais, je vois. Quand tu parles aussi de ce côté des instances spot que tu prends chez Amazon, est-ce que vous êtes du coup intéressé au serverless? Parce que du coup, ce que tu décris, c'est quand même, on n'est pas loin du serverless. Est-ce que du coup, c'est quoi? C'est le pas d'après que vous allez franchir ou... Alors, on l'a déjà. Et donc là, je vais faire un petit pas en arrière. Je vais parler des fournisseurs de cloud. Qu'est-ce qu'ils font d'intelligent? Pourquoi est-ce qu'on va vers eux? Et pourquoi on gagne de l'argent? Et pourquoi eux gagnent de l'argent? Fondamentalement, la promesse initiale du cloud, c'est de te débarrasser d'une partie de la gestion de l'infra. Et tu vois aujourd'hui les services à valeur ajoutée que tu as sur le cloud. Effectivement, nous, c'est pas compliqué. Hein. On a 3 personnes à l'infra. On tient tout avec 3 personnes. Donc tu payes plus cher à l'heure ta bécane que tu ne la payerais sur un hoster qui te fait tout faire à la main, très très fair. Mais malgré tout, tu récupères l'essentiel des savings. Le serverless, c'est un cran plus loin. On va te permettre d'utiliser quelque chose qui est trop cher à installer tout seul. Parce que ça demanderait d'être dans tous les POP de la planète et d'avoir du code qui s'exécute à chaque fois à moins de 10 millisecondes de l'utilisateur, parce que le système il est destiné pour pouvoir traverser un pétaoctet de données avec une machine en parallèle et que t'as pas les moyens de construire ce système de ton côté. Et donc, la marge entre guillemets que se font les fournisseurs de cloud sur le serverless est plus importante que sur les autres bouts de leur infrastructure. Mais toi, tu t'en rends pas compte parce que tu consommes peu de serverless. Et donc ça, c'est une philosophie qui est importante à garder pour toute la partie serverless chère. C'est une super béquille, c'est un truc qui te rend des scénarios impossibles, super faciles à réaliser, et puis tu les fais sur un coin de table et ils sont déployés à la fin de la journée. Il y a un endroit où on utilise du serverless de façon absolument massive, c'est sur la partie data. Aujourd'hui, et donc, alors on est sur pas... le stockage de la data ou sur le requêtage? Sur requêtage. On n'est pas que chez Amazon, on est également chez Google. Et chez Google, on utilise BigQuery, qui est une merveille. On a un volume de données dans BigQuery ahurissant, parce que les capacités de requêtage de BigQuery sont à peu près inégalables. Et là, pour nous, c'est comme du serverless. On ne sait pas combien de machines on utilise, et cette capacité, elle est tellement centrale qu'elle nous permet d'aller super vite. Donc voilà un peu les deux modes de serverless. On en a typiquement, je te disais, on intercepte au niveau des CDN. Et donc, le client, il a son CDN de plugger. Et nous, depuis son CDN, juste à côté de son CDN, on a un worker, une lambda, un truc qui s'exécute et qui prend des décisions sans revenir jusqu'à un data center. Et ça, c'est des petits volumes, c'est ultra rapide et ça garde la performance. Et puis de l'autre côté, on a principalement BQ, qui est le gros endroit où on utilise ça aussi, mais plus data-driven. Okay. Sur un aspect technique, alors encore une fois, excuse-moi si ma question est naïve, mais de ma perception, dans le métier d'origine de Botify, quand c'était uniquement du crawl et de l'analyse de crawl, la facilité que vous aviez, c'est que un site vient te voir et te dit, nous, on a un site au hasard, il vient te voir et te dit, on a 10 millions de pages, on veut faire un crawl sur tant de jours, bah, tu peux dimensionner ton infra, tu peux dimensionner tes algos pour te dire, OK, comment je fais pour crawler 10 millions de pages en X jours. Et du coup, donc, tu peux provisionner tout ça, et donc, tu te simplifies la tâche, du coup, en termes de perf et de rapidité. C'est plus facile à tenir, tu vois ce que je veux dire, en termes de, parce que tu sais que tu vas pas te demander de faire 10 millions de pages en 2 heures. Et quand tu t'ajoutes, du coup, cette notion de CDN où tu te dis, en fait, je viens d'intercepter tout le trafic de Google, bah, d'un coup, tu te retrouves avec un
un acteur qui va pas te dire moi je viens dans 2 jours avec 10 millions de requêtes à me traiter. Il peut arriver du jour au lendemain, tu le sais pas. Enfin, tu vois, t'as une espèce de... T'as d'un coup des problématiques très différentes qui arrivent. Comment est-ce que... Alors, au-delà de comment est-ce que l'idée est arrivée, mais surtout comment tu fais pour capitaliser tout ce que t'as acquis techniquement avant pour pouvoir l'utiliser sur un domaine, au final, qui a des problématiques qui sont très différentes? Alors, on va rentrer un peu dans l'architecture sur cette conversation, mais c'est vachement intéressant. Effectivement, les solutions sur étagère que tu avais ne marchent plus parce que c'est plus les mêmes problèmes que tu as en face de toi. Donc ça, c'est vrai, c'est faire. D'un côté, le monde est facile et prévisible. Ok, 10 millions de pages, et bah voilà. Alors, facile, j'ai pas dit forcément facile. Enfin, facile parce qu'on l'a déjà fait. Ouais. Comment est-ce que tu te ramènes au problème précédent alors que les gueules sont complètement différentes? Il y a plusieurs grandes voies d'exploration. La première, c'est tu vas tenter de transformer des batchs qui duraient des journées en batchs qui durent des secondes. Donc tu te rapproches d'un modèle de streaming. Dans ce cas-là, tu gardes ta capacité d'exécution avec une bonne perf. Simplement, tu es capable de raisonner à l'échelle de n secondes. C'est pas des millisecondes, hein. C'est vraiment, on parle encore de batchs qui sont relativement longs. Ça reste des micro-batchs, mais ça reste du batch et pas du streaming. Donc ça, c'est la première partie. Et ça va te permettre des boucles de réponse relativement rapides, relativement nerveuses. La deuxième, c'est tu vas commencer à prédire ce qui va te tomber dessus. Comment est-ce que tu fais pour rendre la visibilité? La réponse, c'est t'apprends comment Google se comporte. Et tu vas découvrir que, je sais pas moi, en fonction de l'âge de la page, sa fréquence de crawl, tu vas pouvoir la découvrir. En fonction de sa fréquence de visite par des humains, tu vas peut-être pouvoir découvrir des choses. En fonction de plein de choses diverses et variées, tu vas découvrir, et à la fin, quand Google va commencer à se balader sur un site, alors ça c'est pas dans nos produits aujourd'hui en production, mais ça fait partie des choses avec lesquelles on joue, on est capable de savoir vers où va Google. Si je vois le début d'une exploration et le moteur qui commence à taper, je sais que il y a 9 chances sur 10 qu'il aille sur telle zone juste après. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment du machine learning au sens où il y a plein d'algos différents chez Google en fonction de tout ce que je viens de te raconter. Donc ce qu'on fait, c'est simplement, on modélise ça. Et quand je disais, ça serait bien qu'en temps réel, on soit capable d'apprendre et de faire tourner nos modèles de façon à être prêt à réagir juste après, ça c'est un des exemples auxquels on veut l'appliquer. Ouais. Et du coup, ta réponse m'a fait penser à un truc, c'est que au final, avant, quand tu faisais que du crawl, tu pouvais dire après, d'après moi, ton site il est mal structuré à tel endroit, il faudrait que tu fasses ceci, cela. Mais du coup, t'étais dans une supposition de ce que Google voyait et de comment est-ce qu'il réagissait, parce que toi, t'avais tes données, et tu disais, d'après moi, d'après ce que dit l'industrie, il faut, en termes de SEO, il faut faire plutôt ceci, cela. Mais si du coup maintenant tu interceptes le trafic de Google, tu peux réellement voir comment Google se comporte et comment Google répond. Et donc tu as une meilleure capacité, j'imagine, de compréhension Alors je sais tu peux pas savoir ce que Google voit ou analyse réellement parce que au final c'est une grande boîte noire. Ouais. Mais j'imagine que cette vision du trafic généré par Google que tu as en direct te permet de mieux comprendre ce que Google voit ou ne voit pas. Alors, on n'a pas encore vraiment commencé l'exploration de ce côté-là. En fait, le problème initial qu'on voulait régler, c'est juste, on a la connaissance et l'expertise technique pour être capable d'aller à l'échelle, sur des endroits où les sites, c'est pas leur vocation. Et donc, quand tu regardes typiquement mon histoire de base de données sur les produits récemment accédés, c'est le truc très classique des sites web. Ils sont très bons sur les produits que tout le monde demande. Quand tu commences à demander des produits rares, ils sont beaucoup moins bons. Donc notre problème initial et la valeur qu'on vendait sur le produit, c'était vraiment ça, c'était une histoire de on le fait mieux que vous et ça vous coûtera moins cher de le faire comme ça et ça sera plus garanti. Vous aurez pas d'épisode où vous tombez parce que Google débarque. Donc c'est le premier élément. Aujourd'hui, on est en train de pousser vers exactement ce que tu racontes, d'où mes références au micro-batch, à l'apprentissage et aux modélisations qu'on fait autour. Mais c'est la gamme de produits qu'on va sortir sur la fin de cette année-ci plutôt que ceux qu'on a sortis il y a 1 an. Okay. Et on est justement en train de construire et de compléter. En fait, c'est un truc passionnant pour moi, à titre perso, quand j'ai découvert ce milieu-là. La promesse de venir s'intercaler dans le réseau, la promesse de pouvoir agir au niveau du CDN,
c'est fabuleux. Quand on aime la scalabilité, c'est un truc prodigieux. Il y a une dizaine d'années, les seules personnes qui avaient le droit de transporter ton contenu en ton nom, c'était les CDN pour des contenus statiques, en gros. C'était tes bundles JS vaguement que tu publiais toi-même à la fin de ton pipeline. C'était vraiment très très peu de choses. Et aujourd'hui, tu as de plus en plus d'acteurs très dynamiques dans le monde du CDN qui vont modifier tes pages, modifier tes contenus, prendre des décisions. Ils vont éliminer les gens qui sont manifestement en train de scraper ton site au lieu de le consulter. Ils vont garantir ce qui se passe en termes de provenance géographique. Ils vont couper les attaques de DDoS. C'est devenu un territoire où il y a énormément de choses qui se passent et c'est un terrain de jeu fabuleux. Mais du coup, aujourd'hui, tu te plugues sur un réseau de CDN existant ou tu deviens CDN toi-même au final? Un peu les deux. Si je voulais être précis, je dirais qu'on est à peu près l'inverse d'un CDN. On n'est pas là pour optimiser la même page pour tout le monde. On est là pour optimiser toutes les pages pour un seul mec, qui est le robot d'indexation qui débarque. Mais on est plugué au même endroit. Les techniques d'optimisation sont pas du tout les mêmes. Mais on est... Et après, on n'a pas tout réinventé de A jusqu'à Z. Il est bien évident qu'on bâtit sur des CDN existants ou qu'on s'intègre sur des CDN existants. Et on a des scénarios dans lesquels on a notre propre CDN qui vient interagir avec le site du client, et d'autres scénarios dans lesquels c'est le CDN du client qui vient interagir avec nos systèmes. Ok. Alors du coup, sur ce reshaping, alors du coup, je m'adresse un petit peu aux auditeurs, en tout cas ceux qui sont en live, si vous avez envie de participer. Comment est-ce que vous feriez comme ça pour changer toute votre infra d'un côté très prévisionnel à un côté très streaming? Donc voilà, donnez-nous des idées en commentaire et on pourra en discuter avec Pierre. Et donc toi, Pierre, comment est-ce que tu as fait au niveau de ton équipe et au niveau des technos pour justement amener ce changement vers toute cette interception de trafic qui est du coup comme un métier un petit peu différent? T'as recruté des gens, t'as ajouté de nouvelles technos, qu'est-ce que vous avez pu capitaliser comme ça? D'abord, j'ai pas eu grand chose à faire. L'envie chez 2 des 3 cofondateurs, c'était d'aller vers ça. Mm-hmm. Et c'est des gens ultra techniques. C'est un plaisir, une boîte technique, parce que Botify, c'est vu comme une boîte dans le monde du SEO. Donc les clients, c'est souvent dans la zone marketing, acquisition de trafic. On est vraiment dans cet univers-là. Mais les gens qui sont dedans sont des gens super techniques. Donc quand on a discuté, quand on était en train de voir un petit peu comment l'ingénierie évoluait, tout était déjà présent en germe et je voyais les trous de compétences qui allaient apparaître un petit peu plus loin parce que tu sers pas du RTB à des dizaines de milliers de requêtes par seconde sans avoir pris quelques réflexes, quoi. Mais tout était là. Et donc qu'est-ce qu'on a dû changer pour fonctionner? On a dû d'une part raisonner beaucoup sur les latences de la chaîne complète de traitement. Quand tu cherches juste la performance, la latence, c'est pas forcément un problème, c'est le débit qui compte. Quand tu es en train de servir un robot qui va pas attendre très très longtemps, le débit reste important, mais la latence devient critique. Et donc maintenant, on mesure le nombre de millisecondes qui s'écoulent avant qu'on réponde au robot, exactement comme dans le monde des RTB, où t'as 100 millisecondes pour répondre et après c'est mort, quoi. Donc ça, c'était un premier endroit, ce qui veut dire que notre conception des data stores a complètement évolué. Si je prends l'exemple de BigQuery qu'on utilise sur la partie analytics, je peux rien faire avec BigQuery dans un scénario à faible latence. Je veux dire, quand tu fais une requête, faut qu'il décide le nombre de machines qui vont aller parser la donnée. Rien que cette décision-là, elle a déjà dépassé le budget de temps que moi j'ai à ma disposition. Donc ça, c'était le premier élément où on a dû gratter. Le deuxième élément, c'est les techniques d'observabilité et de monitoring. C'est pareil. T'es obligé d'avoir des systèmes qui sont extrêmement rapides et qui sont très légers. Tu peux pas te permettre d'augmenter et d'enrichir chaque requête. Et après, la façon de tenir la charge, l'élasticité est complètement différente. Tu disais, je peux pas prédire le volume de Google, de requêtes qu'un Google ou un Bing va m'envoyer dans les 6 minutes qui suivent. Et c'est entièrement vrai. Donc, comment tu fais? Est-ce que tu overprovisionnes x10 en disant comme ça, si jamais il fait x10, je tiens encore, mais du coup, ça te coûte 10 fois plus cher que de le servir normalement? Est-ce que tu te mets un système qui te permet de taper dans du mutualisé et du coup, si jamais tu as un client qui commence à déborder, en fait, tu peux attraper de la capacité supplémentaire qui est déjà prête, mais en gros, ton overprovisioning, il est mutualisé et tu as du dédié pour les requêtes normales. C'est tous ces éléments-là
qui ont changé un petit peu la façon de travailler. Et donc, on a fait plein d'explorations de nouveaux data stores. On a fait plein d'expérimentations avec Amazon et avec Google en allant chercher le détail de la performance de leur système. On est des as aujourd'hui sur comment fonctionne GCS, comment fonctionne S3, quelles sont les conditions qui permettent de les optimiser. Est-ce qu'un système avec du caching marche ou pas? Est-ce que passer par les CDN internes des clouds a un impact bénéfique ou négatif sur la performance, etc., etc. On a énormément appris en tweaking d'infrastructure qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de faire sans ça. Pour aller chercher la milliseconde qui fait la différence, quoi. Ouais. Ok. Fascinant. Alors du coup, il y a aussi tout un aspect que je trouve intéressant sur ces métiers-là, c'est que t'es hyper contraint par Google, en fait. C'est-à-dire que si Google demain change complètement sa façon de faire, ça impacte complètement ton métier. Donc d'autant que leur capacité à faire qu'un site est bien référencé ou pas, c'est leur secret sauce. Donc c'est une vraie boîte noire. Est-ce que vous avez, vous, du coup, du retro-engineering? Comment est-ce que tu fais, en fait, pour te tenir à jour de ce que fait Google pour être à jour vis-à-vis de vos clients? Alors, la partie rétro-engineering, pas tant que ça, en fait. Des fois, on veut vérifier une hypothèse et donc on va regarder, puisqu'on a la data, hein, donc c'est vraiment pas très compliqué. On a une partie analytics dans la boîte à qui on peut poser les questions les plus débiles du monde en disant mais qu'est-ce qui se passerait si? Et ils font bouge pas, on va essayer de regarder ce qu'on a vu. Mais on a les annonces diverses et variées des gros du monde du search, et c'est pas que Google. Et en fait, vers où vont les différents acteurs du monde du search, il n'y a pas de grand secret là-dedans. Ils communiquent. Et donc tu peux faire tes tendances de long terme assez tranquillement. Si je prends par exemple tous les problèmes de pré-render et de JavaScript, en fait Google communique dessus depuis des années. Et les changements marquants du moteur d'indexation, ils sont annoncés 2 ans avant d'être implémentés, hein. Donc faut pas du tout se faire une peur de ce truc-là. Il y a une grosse partie de veille, parce que si t'es pas au courant, si t'écoutes pas tous ces petits signaux, tu peux pas bâtir ta roadmap. Mais c'est pas du reverse, en fait, c'est simplement savoir écouter les bonnes personnes et comprendre les trucs et vérifier par toi-même régulièrement. C'est l'endroit principal. Il y a un deuxième aspect, et là je pense que c'est plus lié à la taille de la boîte, et c'est ça qui est intéressant. Quand tu représentes des très gros clients, tu peux commencer des conversations avec les acteurs autour de toi. Alors, on en a eu, qu'on a publié, notamment avec Bing, où on a discuté sur un scénario tout bête. Comment je dis à Bing qu'il faut revenir parce qu'il y a eu un changement sur le site du client? Est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce qu'on peut s'échanger ces informations? Et la réponse est, c'est louable, c'est plus économique pour tout le monde qu'un système qui tente de deviner la fréquence d'actualisation des pages. Il a aucune chance d'y parvenir. Nous, on est en relation avec le site du client. Si de l'autre côté, le moteur d'indexation nous ouvre une porte en disant signalez-moi les choses qu'il faut revenir crawler, on n'a qu'à se mettre d'accord et travailler comme ça. Et donc, à côté de la roadmap publiée, il y a aussi, on peut agir un petit peu sur ce monde-là et discuter sur quels sont les scénarios qui rendent le système global plus efficace. Ok. Donc du coup, suite à ton premier point, j'ai envie de te demander que si tu avais du coup une roadmap qui était collée à celle de Google, mais au final, tu as aussi une capacité en fait, alors sans aller jusqu'à influencer leur roadmap à eux, mais tu peux quand même du coup développer tes innovations à toi pour essayer de faire aussi bouger l'industrie globale. C'est ça un peu le... Ouais, et c'est aussi pour ça que cette côté interception et retraitement de trafic est aussi intéressante. C'est parce que dans ce cas-là, ça s'applique à plein d'autres domaines que Google, l'indexation pure. Et en fait, on est en train de développer une marche qui manque aujourd'hui dans cette industrie, c'est-à-dire des gens qui comprennent les problématiques d'acquisition de trafic et qui sont à l'endroit où les choses se passent en temps réel. Aujourd'hui, c'était l'apanage de la pub, mais qu'il faisait par des signaux beaucoup plus complexes, qui a un besoin dans le retargeting, par exemple, d'avoir une connaissance de qu'est-ce que la personne en face cherche à faire pour pouvoir réagir en fonction de ça. Et nous, on a une approche complètement différente, beaucoup plus passive vis-à-vis de qui est la personne et beaucoup plus active sur qu'est-ce qu'il voit. Et donc, on est en train de construire ces outils. Ok, je vois. Du coup, moi, dans mon expérience passée, alors avant de parler de ça, juste pour terminer sur Google, j'ai vu passer il y a quelques jours un article comme quoi Google voulait
mettre fin à cette capacité de certains bots à tweaker le trafic entre ce que eux voient et ce que les visiteurs voient sur ces pratiques SEO qui, certes, il y a un côté un peu... Alors, t'en as certains qui en trichent un petit peu avec les algorithmes pour essayer d'être mieux référencés et compagnie. Ils annoncent que, aussi assez bizarrement, donc ils ont une IA qui est en place, qui commence à bosser là-dessus, et que bizarrement, ils ont annoncé que des contenus générés par une IA auraient un meilleur score que du contenu généré par un être humain. De ce côté un peu, l'IA, elle a un côté non biaisé, donc elle va générer du contenu qui a plus de valeur. C'est quoi du coup l'avenir pour une entreprise comme Botify quand Google annonce pas forcément la guerre, mais en tout cas une guerre ouverte avec les pratiques SEO les plus connues? On se frotte un peu les mains. La décision qu'on a pris d'être blanc-bleu sur tout ce qu'on faisait, en fait, des annonces comme celle-là, ça nous fait un gros coup de chaud au cœur. C'est très bien. On avait déjà prévu que on traitait à parité les humains et les bots. Ouais. Donc, entendre que quelqu'un va sanctionner les mecs qui le font pas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Donc ça c'est le premier truc et enfin voilà, ça fait super plaisir. On va pas se masquer la vérité là-dessus. On est ravis de ces trucs-là. Le deuxième élément sur la partie contenu généré, je dirais qu'il est un peu plus loin de nous parce que on est en train de parler vraiment de la partie content SEO qui est pas tout à fait notre cœur d'activité. Okay. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse. On est vivement intéressé parce que d'abord parce qu'on a un gros département data science chez nous et donc tous ces trucs là ils sont passionnants pour nous, mais c'est un endroit qui passe qui est pas fondamental pour nous. Juste une micro surprise là-dessus, je les ai entendus avec des discours qui bougeaient un petit peu. Certains discours disant le contenu auto-généré devient du mauvais contenu. Okay. Et maintenant un petit aller-retour. Donc on sent qu'ils se cherchent encore autour de ça. Ouais, possible. Alors du coup, pour terminer, c'était le début de ma question de tout à l'heure. Donc moi, à l'époque où j'étais chez Auction, donc on faisait de la vente aux enchères d'objets d'art. Le référencement, c'était un sujet hyper critique pour nous, c'est-à-dire que les gens allaient assez peu chercher sur notre site, mais on avait besoin d'être trouvé quand tu tapais le nom d'un artiste ou d'un certain type d'œuvre d'art dans Google. Donc le référencement était un vrai sujet critique. Donc on avait mis en place beaucoup de moyens pour que Google puisse nous crawler facilement avec 10 millions de pages référencées, ce qui représente du coup déjà un certain niveau d'infra pour réussir à adresser autant de pages à Google, parce que comme tu le dis, on sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Et du coup après on a commencé à bosser sur le SEO et du coup à avoir Botify pour crawler régulièrement notre site pour voir un petit peu ce que Google voit. Donc en fait un jour j'ai réalisé que je payais quand même une infra conséquente pour des bots. Parce qu'en fait, alors je sais plus quel a été le ratio, mais on était pas de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on avait facile moitié-moitié entre le trafic des humains et le trafic des bots. C'est quand même, entre guillemets, problématique de se dire que tu dépenses autant. C'est-à-dire que, alors j'étais pas chez Google en tant qu'hébergeur, j'étais chez Azure et Amazon. Mais du coup, au final, je payais comme Google avec d'autres choses. Mais tu vois, de déployer autant d'infra pour que des bots viennent comprendre un contenu qui va servir à d'autres bots. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu... On serait pas mieux entre nous, au final? Alors, c'est une inefficacité qui a de bonnes raisons historiques d'exister. Tu veux pas que le contenu te soit servi directement à toi, moteur de recherche. Tu viens de parler de la réaction de Google sur le fait que ce soit différent sur les humains et sur les bots. C'est un très bon exemple. Et donc, tu as un problème de confiance dans les sources d'informations que tu vas indexer et présenter aux gens qui viennent chercher chez toi. Donc c'est pour ça que, historiquement, la façon la plus neutre imaginée par les moteurs de recherche, c'est d'aller chercher eux-mêmes l'information de façon à garantir que personne la trifouille et la bricole. Maintenant, c'est pas efficace. C'est pas efficace, et je vais prendre exactement l'exemple que tu décris. En fait, tu te fais crawler par Google et tu te fais crawler par Botify. Il y en a un qui t'explique pourquoi l'autre fonctionne, mais du coup, tu payes un peu double peine parce que tes frais d'infrastructure, ils sont là des deux côtés. Et au passage, t'as d'autres robots qui viennent, t'as beaucoup de robots différents en dehors de ces deux-là, donc c'est pas, il y a d'autres parties dans ce coût d'infrastructure. La solution intermédiaire sur laquelle on travaille là, elle consiste à dire,
Mais en fait, Google viendra plus te crawler. Nous, on va continuer de te crawler, mais c'est nous qui allons servir Google à partir de ce même crawl. Donc, Oui, mais au final, vous restez sur un CDN, et le CDN, on le paye aussi. Donc, indirectement, tu restes quand même à payer ton trafic. Alors, oui et non. Quand tu fais tes analyses de coûts entre le coût des bécanes et le coût du CDN, Oui, bien sûr. la part du lion, moins. c'est la machine. Hein. Donc, Oui, mais tu vois, le CDN, il est aussi utilisé par le client final. Donc, t'as quand même une proportion de ta dépense CDN qui est utilisée pour des bots et qui est quasiment la même, voire même moindre côté humain. Donc, tu gardes cette problématique-là de te dire que tu dépenses plus pour des bots que pour tes clients finaux. Alors, 1, oui, c'est évident. 2, ça fait partie du prix d'être visible sur Internet. Si t'avais pas de moteur autour de toi, les gens qui connaissent ton URL te trouveraient et t'aurais pas ces frais d'infrastructure. Et t'aurais pas non plus le gain qui va en face, c'est-à-dire 25% de trafic qui sort de nulle part et tu sais pas pourquoi. Mais c'est merci les moteurs de recherche. Le troisième élément, c'est quand même, on n'a pas fini l'optimisation de ce truc-là. Le truc qui est intéressant pour des boîtes comme la nôtre, c'est comme on a une relation directe avec les gros sites, on connaît leur structure, on connaît leur fonctionnement, et donc on peut faire des optimisations qui sont infaisables lorsque tu tentes de traiter tout le monde sur un pied d'égalité. Google va pas se taper, enfin il l'a fait pour certains très gros sites, mais c'est assez rare, le mode d'emploi spécifique de comment crawler tel site. C'est juste infaisable. Et donc ça, c'est quelque chose que nous, on est en mesure de faire et qu'on fait. Donc c'est ces endroits-là qui gagnent. Un exemple aussi bête que combien ça te bouffe de te faire crawler par un Google lorsqu'il tente d'interpréter ton JavaScript versus quand nous, on fait la même chose. En fait, on connaît ton site. Donc quand nous, on va crawler ton JavaScript, on va se débarrasser de toutes les requêtes et toutes les endpoints qui servent à rien dans la découvrabilité du contenu de ton site. Tu vas pas te retrouver avec tes appels au caddie qui déclenchent une appel à l'autante, qui déclenche une appel à bidule, qui déclenche un appel à machin. Tu vas pas écrouler ta base de données avec des paniers temporaires parce que ça a fait clic à chaque fois, etc. Donc on est sur cette voie effectivement de baisser ses coûts. Donc en fait, en conclusion, avec Botify, on paye un bot de plus pour que les autres bots nous coûtent moins cher. Ouais, c'est une assez bonne définition du problème dans lequel on est. Et à terme, on va sûrement avoir quelque chose dans quelques années qui va être entièrement différent de ça. Et là, ça demande plus de connaissances techniques de la part des sites web de nos clients. Mais un beau jour, ils seront probablement capables, ils sont déjà capables d'extraire des flux pour la partie marchande de leur site qui représentent les catalogues et leurs évolutions. On est en train de se diriger vers un système où on sera capable d'automatiser encore plus et pas passer par du crawl pour servir cette information. Ça, c'est tous les trucs sur lesquels on travaille avec 2-3 clients en découverte. Aujourd'hui, la maturité est pas encore là, mais on ira. Canon. Top. Pour terminer, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, un livre, un contenu, une chaîne YouTube, enfin je sais pas, une ressource technique ou non que tu aimerais recommander à tous nos auditeurs? Oui, je te prends un peu à dépourvu parce que je n'en ai pas parlé avant. Je vais t'emmener sur quelque chose de très vieux. Et pour tous les gens qui aiment vraiment software craftsmanship, et c'est probablement pas traduit, il faudrait vérifier. Joel Spolsky, c'est devenu un dinosaure de l'informatique. C'est un type qui a eu une carrière incroyablement riche. Il a fait des choses très tristes. Il a inventé VBA pour Excel. Et il a fait des choses absolument éblouissantes. Il a inventé plein de produits qu'on a utilisés à droite à gauche. C'est un des cofondateurs de Stack Overflow. Enfin, il a fait énormément de choses. Il a un blog qui existe depuis très très longtemps dans lequel il y a des articles qui remettent en cause la façon bébête de réagir en face d'un problème. Il y en a un spécifiquement que je demande un peu à tout le monde de lire quand je suis en train d'interagir avec des gens qui commencent l'architecture, qui s'appelle Leaky Abstractions, et qui explique pourquoi, quand tu te fais une idée à travers un schéma d'un phénomène réel, tu te tires une balle dans le pied et à comment tu vas faire pour t'en rendre compte. C'est pas grand chose, hein. Il fait quelques pages. Le blog en entier est passionnant à lire. Il parle de comment on fait pour acquérir les bons skills en tant que dev. Il dit ce qui est important et ce qui est pas important pour lui dans un système. Il est un peu
daté sur certaines parties, complètement d'actualité sur d'autres, mais c'est vraiment une petite niche qui est passionnante à retrouver. Okay. Voilà. Et... Le Leaky Abstraction, en tout cas le titre fait envie, Ouais. mine de rien. Enfin, en tout cas pour nous devs, je pense que si on en parle à des gens autour, ça leur parlera moins, mais en tout cas ça me semble intéressant qu'on met le lien dans le chat, et on mettra bien évidemment le lien en description de cet épisode pour que les gens puissent le retrouver facilement. Pierre, merci beaucoup. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast IFTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Alors, je vais pas donner de justification, mais c'est tabulation. Tabulation, très bien. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir participé, d'avoir écouté cet épisode, bien évidemment, jusqu'au bout. Voilà, je vous invite à vous intéresser à ces sujets de SEO, si jamais vous avez un truc qui est présent sur Internet. On revient en plus à un de mes sujets chouchou, en fait, c'est que pour ces sujets-là, on revient beaucoup à de l'analyse de logs. Et c'est vraiment important, donc lisez vos logs, je vous assure, c'est une mine d'informations colossale. Il y a beaucoup de choses à en apprendre, et c'est vraiment important de le faire au quotidien. Donc allez sur Botify aussi pour découvrir cette solution. Il y en a d'autres qui existent bien évidemment sur le marché, mais perso, moi je connais Botify et j'avais bien aimé l'utiliser. Donc voilà, je vous rappelle, cet épisode n'est pas sponsorisé. En tout cas, je vous remercie beaucoup de continuer à partager ce podcast autour de vous. Je vous invite à aller sur le Discord où il y a pas mal de monde, nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Il y a aussi la boutique IFTTT, il y a le Patreon. Si vous avez envie aussi de sponsoriser ce podcast. Donc voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.